Bonjour, bonsoir à tous et à toutes, je suis Taros, MJ depuis plusieurs années, et bien, il fait chaud. Et quoi de mieux que de se plonger dans un sujet brûlant qui peut complètement m'envoyer au bûcher, celui du contrat social en jeu de rôle. Je vais éviter de rentrer dans des choses trop jargonneuses, je préfère garder ça pour le cadre d'une autre vidéo, là mon but est simplement d'introduire l'outil en question à une majorité de personnes. Pour ce faire, on va revenir sur des bases simples. C'est un terme qui est hérité de Rousseau, qui explicite en fait que lorsque l'on est et qu'on accepte d'être dans la société en tant qu'individu, implicitement on accepte un ensemble de règles qui sont des règles de conduite. Par exemple, simplement on ne va pas jurer devant des enfants. Et ce sont des choses, pour la majorité tacites, que l'on accepte, que l'on est obligé de suivre pour simplement avoir une place dans la société. Parce que oui, nous vivons dans une société. On vit dans une saucisse, hein. On a récupéré ce terme en jeu de rôle et on l'a appliqué à la notion de placer un certain nombre de règles autour de nos tables, que ça aille des règles qui soient simplement des règles de présence, jusqu'à des règles d'ordre, ce que l'on doit montrer, ce que l'on doit dire, ce que l'on ne doit pas dire. Globalement, pour le moment, si jamais vous n'avez jamais entendu parler de ce terme, sachez que ça englobe simplement un ensemble de réalités qui consiste à apporter un cadre, une structure définie à une partie de jeu de rôle. En guise d'introduction de cette vidéo, ce que j'ai voulu faire, c'est demander à un ami, qui d'ailleurs est à ma table, et qui d'ailleurs est sujet maintenant à mes contrats sociaux divers et variés que je lui envoie dans la tronche, de définir pour lui ce que c'était que le contrat social, sachant que lui ne s'est pas intéressé à la théorie qu'il y avait derrière ou des articles qui avaient été publiés, et je vous laisse avec sa réponse. Oui, ok, moi ce que j'aimerais savoir, c'est avant que je te parle spécifiquement du contrat social, de ma vision de la chose, qu'est-ce que ça t'évoquait, le terme, basiquement? Contrat social, définition des deux mots, hein. Pour moi, contrat, c'est se mettre d'accord sur quelque chose. Social, je vis ça par rapport à des règles, des convenances, etc. Donc oui, j'aurais dit se mettre d'accord sur des convenances. On a eu pas mal de fois cette discussion, hein, que ce soit à travers, pour des vidéos de la chaîne, pour Rolls, etc. Et maintenant, quelle est l'idée que tu t'en fais? C'est un outil qui permet, je pense, de sécuriser beaucoup les gens, de les rassurer sur les différents sujets abordés et qui peuvent du coup les mettre en confiance pour faire du JDR. Je pense que c'est aussi un moyen de garantir une forme d'entente et une forme de cohésion autour de la table sans avoir de grandes engueulades, je dirais, et sans avoir de moments particulièrement gênants ou particulièrement difficiles pour des joueurs. Après, je pense également, de mon point de vue en tout cas, et parce que je suis le roi des bourrins, que c'est pas quelque chose de nécessaire ou d'obligatoire selon les joueurs face auxquels on est et selon les personnes avec lesquelles on joue. Quand on connaît les gens et quand on connaît un peu le rapport qu'ils ont entre eux, déjà, y a un respect qui se fait et on apprend à ne pas trop parler de sujets qui peuvent blesser les autres quand on les connaît. Ça se fait plutôt naturellement. Donc pas forcément besoin de mettre en place un contrat à partir du moment où les gens se connaissent ou ont déjà joué de longue date. Et pareil, pas forcément besoin de mettre un contrat en place entre des gens qui sont particulièrement très bourrins, typiquement comme moi, et qui en ont pas de sujets qui pourraient les mettre en difficulté plus que ça, en tout cas dans le cadre du JDR. Hein. Je parle pas de quelqu'un qui aurait peur des araignées mais que ça le toucherait que dans la vraie vie et qui se dirait dans ce JDR pas de souci. Il y en a dans les JDR ça peut les mettre mal, moi ce sera pas le cas quoi. Il y a une notion très importante à récupérer de cette notion de contrat social de Rousseau, qui est que, par définition, de base, il existe en fait. Il est là, il est forcément implicite, mais il est forcément présent. Ah oui, parce que malgré tout, quand vous faites une partie de jeu de rôle, vous ne supprimez pas spécialement le cadre social, sociétal, dans lequel vous êtes. Les dynamiques autour de la table sont différentes, mais pour autant, vous gardez quand même normalement les mêmes règles de bienséance que vous avez à peu près partout dans votre sphère privée. Et c'est normal. C'est juste quelque chose d'humain parce que vous êtes dans un loisir multilatéral qui vous place à l'interface de différentes personnes, qui fait que donc, en condition, il y a forcément un cadre social qui se verrouille. Et moi, il y a un point sur lequel j'aimerais bien venir. Parce que ça, je l'ai entendu plusieurs fois. Cette notion de, on n'a pas besoin de ce terme de contrat social en jeu de rôle, parce qu'il y a déjà un contrat social qui existe et qu'on est civilisé. À ça, je vais apporter une nuance. On parle pas de définition de contrat social, en vrai, en jeu de rôle, c'est plus une redéfinition. C'est une sous-application du contrat social à un cadre plus restreint, avec des règles qui sont différentes. Imaginez, vous êtes dans une situation lambda d'entreprise, de boîte, etc.,
peu importe. La manière dont une proposition va être amenée va être spécifique au domaine dans lequel vous l'amenez. Exemple, si vous êtes dans de la biologie, vous allez parler avec des termes biologistes aux personnes et vous allez vous centrer sur les problématiques qui sont rencontrées par l'entreprise. On est sur des termes qui sont sociaux, mais on est sur des choses qui sont équivalentes. On n'applique pas un contrat social à l'ensemble d'une société, mais simplement à l'ensemble d'une table, à un ensemble restreint de personnes. Qui dit moins de personnes, dit plus d'affinage possible, et dit donc plus de potentialité, de subtilité, d'amendements, etc. qui soient ajoutés, et qui permettent en fait simplement de transformer une tablée en un lieu où on retrouverait exactement comme on est en société, à un lieu qui soit plus safe pour certaines personnes. Parce que c'est important, en fait, on n'a pas envie, quand on va à la table, de se faire exploser complètement mentalement par une autre personne, que ce soit par inadvertance ou par méconnaissance des faits. Et ça, justement, c'était un sujet qu'on avait abordé dans Rolls, notre émission, et qui un petit peu est à l'origine, du coup, de cette chronique. Enfin, quelqu'un en qui j'ai confiance en jeu de rôle, c'est quelqu'un qui connaît mes limites, les endroits où ça passerait pas sur certaines blagues, ce genre de choses. Oui, alors malgré ce que j'en vois, j'en ai quand même, il faut pas croire. Incroyable. Je reconnais aussi que les gens en ont. J'en ai eu deux exemples assez récemment qui étaient sur deux jeux de rôle complètement différents. Un où, pour le coup, en fait, justement, un des joueurs avait fait une blague sur un des sujets qui sont un peu gênants pour ma personne, que j'avais pas relevé, qu'il a insisté, et que finalement j'ai été forcé de lui dire ouais, bon là c'est sur un sujet que ça va pas, donc s'il te plaît si tu pouvais éviter. Après, c'était une personne qui n'était pas du tout au courant de pourquoi ce sujet me dérangeait, donc il s'est mis à être moi excusé, tout ça, et ensuite on a continué la séance. Mais c'est le genre de truc qui peut participer à pas trop avoir confiance en jeu de rôle. On a parlé de sécurité émotionnelle, on a parlé de règles de vie, etc., de vivre ensemble. En fait, concrètement, le contrat social, qu'est-ce que ça englobe? Alors déjà, le terme de contrat social en lui-même est un peu un problème. Il y a des gens qui ont tendance à dire justement que ce terme de contrat social est un peu jargonneux et lourd, du coup il repousserait des novices de cela, alors que tout domaine poussé dans un certain niveau de réflexion théorique se doit d'avoir un jargon approprié juste pour définir de manière ciblée et technique les choses qu'il intègre. Et à ce sujet, justement, il y a un parti pris que je n'aime pas et que j'aimerais casser d'emblée, c'est que ce n'est pas parce qu'un terme existe et qu'il est utilisé dans le jargon que vous allez forcément devoir l'utiliser vous face à vos joueurs. Je vais prendre l'exemple très simple de vos cours, encore de biologie, parce que c'est un sujet que je maîtrise tout de même. Les termes qu'on va employer quand on va vous faire des cours lorsque vous serez en collège et en lycée seront des termes bien plus simples que si jamais vous revoyez les mêmes notions bien plus tard en fac ou à des niveaux encore plus élevés. Et c'est normal. On vulgarise à l'intention de personnes qui sont novices dans le domaine, pas dans un but de rabaisser, pas dans le but de ne pas utiliser les vrais termes, mais justement de ne pas être une barrière. Et de ce côté-là, je trouve que la communauté rôliste a encore du travail à faire, parce que on utilise un certain nombre de termes qui effectivement sont bloquants, mais ce n'est pas la nature des termes qu'il faut remettre en question, mais leur utilisation. Pour autant, je trouve pas que le terme de contrat social soit spécialement mal choisi, mais juste un peu bancal, en fait. Je trouve que le terme de contrat de table, qui est utilisé d'ailleurs dans pas mal d'articles de référence, et aussi des articles américains, en fait est plus parlant. Ça permet de fixer les limites, de dire les règles, c'est des règles supplémentaires de vie qui s'appliquent autour de la table, qui ont lieu autour de la tablée. Parce que, justement, dans ce que le contrat social ou le contrat de table englobe, on a des choses qui sont de l'organisation pure et dure. Donc, par exemple, les placements des séances, les durées des séances, quand est-ce qu'on essaie de les mettre, à partir de combien de joueurs on décide que la séance ne va pas pouvoir être faite, à partir de, également, combien de fois un joueur absent, on considère que il reviendra pas et que donc du coup qu'on fait un vote pour peut-être possiblement le retirer de la partie. Comment est-ce qu'on gère les personnages des joueurs qui ne sont pas là? Et ça va aussi donc dans des détails purement techniques. Par exemple, quel matériel on va utiliser? Est-ce que les joueurs ont besoin d'amener du matériel? En ce qui concerne possiblement, si jamais c'est en présentiel par exemple, la nourriture, qui va l'apporter, les consommations de différentes substances autour de la table aussi. Tout un ensemble de règles que j'ai découvert, donc en fouillant à travers plusieurs contrats sociaux de divers EMJ et qui trouvent à être en ligne. Et de l'autre côté, ça va aussi embrasser les réalités qui vont être de la sécurité émotionnelle. Et soyons honnêtes 5 secondes, si vous avez cliqué
sur cette vidéo en ayant déjà un a priori de ce que c'était que le contrat social, c'est sûrement sur cette partie-là que vous en avez un. Alors la sécurité émotionnelle, autre gros topic du JDR qui pose pas mal de problèmes à certaines personnes qui s'estiment que on va leur forcer ça autour de leur table alors que non, c'est juste des outils, vous décidez si vous les mettez ou pas, qui vont consister simplement à éviter des situations problématiques pour des joueurs à l'avenir. Imaginons un joueur qui a subi un trauma, n'a pas envie de voir ce trauma représenté à nouveau à la table alors que ça fait une semaine qu'il vient d'en sortir, bah plutôt normal qu'ils disent ce sujet-là, je n'ai pas envie qu'il soit abordé d'une quelconque manière, et point final. Bien évidemment, on ne peut pas être complètement exhaustif. Il y a des traumas nous-mêmes qu'on a enfouis au fond de nous, qui peuvent se révéler au cours d'une partie de jeu de rôle. Et donc dans ce cas-là, il faut d'autres outils, la carte X, etc., dont on parlera dans d'autres vidéos plus en détail, qui sont plus à même d'aider justement en cours de partie sur des choses qui n'auraient pas été prévenues à l'avance. Mais après, dans ce cas-là, en fait, on en revient quand même à un problème qui, c'est con à dire, mais qui quand même est très bipolaire, très en deux parties. C'est soit on s'ouvre pour pouvoir justement s'adhérer le soutien d'un joueur, du MJ, de quelque chose, tu vois, genre venir dire, écoute, envoyer un message au MJ, lui en parler à lui, parce que peut-être qu'un rapport privilégié, etc. Ou tout du moins, s'il y a un problème comme ça, et que les autres ne sont pas au courant, et que les autres, bah, on peut pas se dire en regardant quelqu'un juste à travers une caméra, bon bah lui il a un problème avec ça, quoi. Donc il va falloir qu'à un moment ce sujet-là sorte, pas forcément exposé au grand jour justement, hein, mais il va falloir qu'à un moment on se trouve la capacité soit de le sortir à quelqu'un qui peut-être en fera un peu plus que nous ce qu'on en est capable de faire, je pense notamment au MJ, hein, qui lui pourra peut-être adapter son scénario pour ne pas en parler, etc. Là où voilà, nous on a juste besoin de le dire à lui et le reste c'est bon, ça va peut-être se gérer sans qu'on ait besoin de le faire. Ou alors justement être capable de le tanker, de l'encaisser et de voilà. Parce qu'il n'y a pas vraiment de troisième voie possible. Le contrat social, s'il est établi bien en amont de la séance, il peut permettre justement à vous, en tant que MJ, de plus préparer ce que vous allez faire pendant la séance. Parce que s'il y a un joueur qui vous dit qu'il est arachnophobe à un point absolument énorme, bah vous allez pas balancer toute une partie du scénario qui se passe dans des caves avec des araignées. Ou alors sinon, vous allez éluder les descriptions au maximum. Parce que le contrat social est aussi une question d'intensité. De dire ce que l'on est capable de supporter et ce que l'on ne peut pas. Nos limites. Parce que c'est une chose d'avoir l'idée que son personnage est en train de subir quelque chose, ou de voir, quasiment en hors-champ, un PNJ dont on entend simplement les cris et dont on sait juste ce qui lui arrive, mais sans qu'il y ait aucune description de l'élément. Je finirai là-dessus, mais ça s'adapte aussi à la vie réelle, en fait. C'est que si on a un problème avec le meurtre, le suicide, la famille, c'est des problèmes auxquels on peut être confronté en dehors du JDR. Et je me dis que si c'est quelque chose auquel on peut être confronté en dehors du JDR, il faut savoir, entre guillemets, s'en prémunir ou s'en protéger. Tu vois ce que je veux dire ? On ne peut pas affronter la vie de tout le temps en n'étant jamais au courant que les meurtres existent, en n'étant jamais au courant que quelqu'un dans notre fac va peut-être... voilà. Du coup, j'ai mon intervention là-dessus, parce que bah, justement, tu vois la situation de la blague qui était un peu limite de la personne qui savait pas que c'était ma limite. Bah, c'est justement parce que ça touchait sur un sujet un petit peu limite comme ceci. En l'occurrence... le rapport, ma foi, amoureux corporel non consenti. Je ne vais pas utiliser le mot pour pas se faire se faire ban de Twitch. ou YouTube. Ouais, vois-tu, c'est pas quelque chose que tu vas dire comme ça dans une conversation en mode. Ouais. Même au tout début, tu vas pas arriver en mode oui bonjour les amis. Alors en fait j'ai des problèmes avec les rapports sexuels amoureux non consentis. Enfin, justement pas Bien amoureux du coup. Tu vas même pas penser à le dire en fait au début. Et c'est là où la question de confiance vient, c'est qu'aussi, apporter le dialogue sur ce genre de truc, t'as peur que ça va complètement flinguer l'ambiance du jeu de rôle. Et d'un côté, d'ailleurs, justement, quand je l'ai mis, ça a bien flingué pendant 10 bonnes minutes l'ambiance, parce que, clairement, le joueur, là, il s'est senti giga mal et ce genre de choses. Et je peux comprendre que c'est quelque chose que t'as pas envie. En même temps, c'est là aussi où il faut, justement, choper le courage de le dire. Parce que le problème, c'est que si toi... ça te pose problème et que les autres joueurs le disent genre vraiment abordent le sujet par pure ignorance quoi, ils sont pas du tout au courant, tu vas être obligé, bon après t'as peut-être des moyens plus élégants de le mettre en place, mais après ça dépend de la personne, ça dépend de la situation, tout ça. Il y a un moment où tu vas devoir le dire et c'est vrai que sur le coup moi il avait fallu un peu me forcer le morceau hors de la bouche quoi. J'ai demandé à plusieurs reprises, est-ce qu'on peut se limiter là s'il te plaît. Et c'est vraiment quand il a insisté que j'ai commencé à lâcher, parce que le problème c'est que t'as pas envie d'apporter la discussion sur ce genre de truc immédiatement. Même si moi pour le coup la situation qui a mené au fait que ça me gêne un peu ce genre de truc, je l'ai complètement accepté dans la vie, je m'en fous.
Mais j'ai juste pas envie de reprendre la discussion comme ça, quoi, tu vois. Donc concrètement, un contrat social, ça ressemble à quoi? Ça peut prendre plein de formes. Ça peut être juste quelque chose à l'oral, ça peut être quelque chose de même pas spécialement dit, en fait, qui soit juste complètement tacite entre les joueurs. Ça peut être quelque chose de très formalisé, très écrit, un petit questionnaire où on a des questions à remplir, en mode face à telle scène, est-ce qu'on se sentirait mal à l'aise, et ainsi de suite. Ça peut être une feuille complètement libre, qu'on laisse le joueur le loisir de remplir. L'idée étant que lorsque vous proposez cet outil, vous devez l'adapter au public vers lequel vous le ciblez. Il ne veut pas dire par là que vous devez spécialement changer les questions, mais plus que, face à des joueurs expérimentés que vous connaissez bien, que vous avez en partie depuis plusieurs fois, et ainsi de suite, vous n'avez pas forcément besoin de faire quelque chose de très structuré, de faire quelque chose qui englobe plein de points, mais plus laisser des questions vagues que vos joueurs seront à même de remplir parce qu'ils sauront ce à quoi ils peuvent s'attendre autour d'une table et autour de votre table plus particulièrement. Face à des joueurs qui vous découvrent totalement mais qui ont une certaine expérience du jeu de rôle, n'hésitez pas à être complètement exhaustif, voire même demander trop de questions. Parce que certes, ça prendra un peu de temps de répondre à ces questions, mais vous faites ça pendant la séance 0, d'ailleurs on a parlé dans cette même édition de Rolls, vous n'avez pas à vous soucier de vous dire que ça va vous prendre du temps de séance. C'est durant votre séance de préparation que vous placez cette chose-là. Si jamais vous êtes face à des joueurs qui sont complètement débutants, n'abordez pas tous les points spécifiques. De toute façon, si vous êtes face à des joueurs débutants qui viennent de commencer, la plupart du temps, restez sur des sujets légers pour vos séances. Faites un squelette de contrat social avec des questions assez ciblées mais suffisamment vagues pour en fait vous donner aussi une idée un peu du joueur qui se cache derrière cette fiche. Par exemple en une quinzaine de questions. Et si vous voyez dans ces fiches la moindre mention d'un détail gênant, vous juste n'abordez pas du tout la question. Un bon moyen aussi pour ces fiches est de les rendre anonymes. Ne pas faire que les joueurs mettent leur nom explicitement sur la fiche peut libérer certains à dire j'ai un trauma sur telle chose. Et en parlant de trauma et de représentation, on a eu encore une fois pendant cette même émission une discussion avec Yoka qui disait que c'est des sujets que de toute façon on va retrouver représentés dans la vie. Donc on peut retrouver dans le jeu de rôle. Chose à quoi, eh bien j'avais répondu la chose suivante. T'as dit cette phrase de il faut s'en prémunir parce qu'on peut rencontrer la chose dans la vie et du coup on se doit aussi. En fait moi je trouve que justement à partir du moment où tu vas dans un loisir, un loisir social en plus, que tu te retrouves en interaction avec des gens et autres, oui c'est quelque chose qui peut arriver mais c'est quelque chose qui doit à tout prix être évité pour la simple et bonne raison que j'ai envie de balancer la phrase « je suis pas venu ici pour souffrir, ok », mais en fait vraiment dans le sens pur et dur de se dire ce n'est pas parce que ça existe dans le réel que ça doit être retransposé à l'intérieur d'un jeu de rôle et à l'intérieur d'un loisir quel qu'il soit. Ce n'est pas parce qu'un concept existe en dehors qu'en fait on doit se présenter en mode si jamais ça arrive aussi dans le jeu de rôle, juste on tanque le coup et voilà. Dans la vie de tous les jours, il y a des choses que tu peux pas justement éviter. Là, comme tu es dans le cadre d'un loisir, que tu contrôles quand même ce qui se passe autour de la table, en tant que MJ ou en tant qu'autre joueur aussi. Parce qu'en tant qu'autre joueur, on a aussi sa responsabilité sur le fait d'alimenter une conversation ou au contraire de la réfréner. Si autour de la table, on a une personne qui commence à aborder des sujets un peu difficiles pour un autre joueur, par exemple, si tous les autres joueurs font bloc contre ça, et le MJ également, la personne va assez rapidement arrêter la discussion. Et on va passer à autre chose, et ce sera mis sous silence, et voilà, et c'est pas grave. Et si jamais vraiment il y en a besoin, on en reparlera à un prochain débrief, et ce sera dans ce cas-là le joueur en question qui a été mis en difficulté qui abordera la question, mais en aucun cas on ira le forcer dans ses retranchements en mode « pourquoi est-ce que ça s'est passé comme ça ou quoi ?» Non. Ce que je voulais dire, c'était un petit peu la même notion que quand j'avais dit qu'on va redéfinir un contrat social plus petit pour une plus petite portion de personnes, que donc du coup on peut se permettre de placer plus de règles parce que on va être dans un terrain, on va pouvoir facilement aboutir à une entente parce qu'on est tout de même tous là pour un loisir et tous là pour passer un bon moment. Et en fait, à ce titre-là, le fait de rajouter des choses supplémentaires que l'on ne va pas aborder, par exemple, des sujets qu'on se dit qui sont des tabous qu'on n'a pas envie qu'ils soient représentés à la table. En fait, ça va juste apporter plus de sérénité tout autour de la table, parce que ce sont des sujets qu'on saura qui ne seront pas abordés. Et si vous dites « oui, mais ça fait la partie du JDR », peut-être dans votre cas, mais pas dans le cas de tout le monde, et ce n'est pas forcément souhaitable pour des personnes qui cherchent à débuter dans le loisir. Et en fait, on est dans une situation où, justement, il faut se poser la question de « est-ce qu'on a envie ?» qu'il y ait des nouvelles personnes qui entrent dans ce loisir et que donc du coup, potentiellement, on offre ces outils-là aux nouvelles générations de rôlistes, ou que l'on reste dans des dogmes un peu fermes et durs de dire
oui, de toute façon, le jeu de rôle, on le faisait comme ça, et franchement, moi de mon temps, on était blessé, et c'est pas grave, et on continuait. En tant que MJ, vous avez une grosse part là-dedans, et vous pouvez vraiment, en fait, éviter tout un tas de sujets problématiques comme ça, en simplement faisant ce que je fais depuis, au final, pas si longtemps que ça. J'aurais aimé clairement le mettre en place plus tôt. D'avoir un questionnaire qui soit, au final, anonyme, dans lequel chacun va mettre les choses qu'il n'a pas envie de voir abordées, donc avec une grille assez détaillée, et que ensuite, du coup, on ait donc cette liste comme ça de réponses anonymes de tous les joueurs. Et au moment du simplement de la pré-campagne ou de la pré-séance, on vient à dire de manière complètement neutre, du coup, étant donné qu'on ne sait pas qui a noté, par exemple, qu'il ne voulait pas entendre parler de meurtre, de fratricide, etc. Voilà. Et on vient juste à dire les sujets de cette liste-ci, et on commence à lister les choses qui, justement, posent problème aux uns et aux autres, ne viendront pas à être abordés. Et comme ça, en fait, on évite tous les problèmes qui pourraient être liés à ça. Si jamais ça arrive quand même à un moment, par une voie ou un autre, on essaie de minimiser au maximum cela. Et si jamais on voit que ça... Voilà, on n'hésite pas, on casse, on passe à la séance suivante, ou alors on prend 5 minutes de pause. En fait, pour moi, je dirais qu'il ne faut pas spécialement hésiter à casser une séance pour ne pas casser une personne. Parce que derrière, la séance, au final, un jeu de rôle, c'est une passion, mais franchement, ça arrivera plusieurs fois dans la vie. Bon. Des amitiés, des personnes, tu les rencontres, elles sont uniques. Tu casses une amitié, franchement, ça pue. Tu casses une séance, il y en aura d'autres, fondamentalement, si l'ambiance était bonne. Je trouve que faire du gatekeeping sur un loisir, quel qu'il soit, par des choses parce que l'on refuse, que l'on se dit que ça va changer sa manière de jouer, c'est pas cohérent avec le fait que c'est pas un outil qu'on impose de placer. Le contrat social, à aucun moment je vais venir chez vous toquer et vous dire à vos tables d'ajouter le contrat social. Bonjour, excusez-moi de vous déranger. Est-ce que vous auriez 5 minutes à accorder à mon contrat social, s'il vous plaît ? Moi, je le fais. On se croisera jamais, on ne sera jamais à la même tablée, vraisemblablement. Et pour autant, ça peut permettre à des gens de connaître le JDR par certaines interfaces, ensuite de passer à d'autres, puis revenir, etc. Et pour terminer cette chronique, je vais simplement citer Jean-Jacques Rousseau. Le monde de l'imagination est sans limite, le monde de la réalité a ses frontières. Et à ça, j'ajouterais que placer des limites émotionnelles sera le meilleur moyen d'avoir un plaisir sans frontières. C'était Taros, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, possiblement aussi polémique que celle-là. Salut, salut!